c'est la thématique de l'émission ce soir. Écoutez, les noms que je vais égrener à l'instant, on verra les prénoms dans quelques secondes. Fartaria, Nugé, Caillard, Hortefeux, ce sont des noms connus. Il faut se faire un prénom quand on a ce type de nom. Eh bien, j'aurai grand plaisir dans un instant à accueillir Flore Fartaria, Nicolas Nugé, Damien Caillard, Hugues Hortefeux, et nous aurons aussi le plaisir et la surprise d'avoir avec nous à la fin de l'émission une figure tutélaire de ces quatre noms, Isidore Fartaria, qui est avec nous et qui nous fait le plaisir à la fois d'accompagner sa fille, Flore, et puis je lui donnerai la parole à la fin de l'émission. Mais on va commencer par découvrir ce qu'est le manoir d'Alice. Et j'appelle Bernard Morel à me rejoindre. Bonsoir Bernard, prenez le micro, vous êtes chez vous. Merci. Merci de nous accueillir. Le manoir d'Alice. D'abord, le manoir, on peut comprendre, c'est l'architecture, on y revient dans un instant. Pourquoi ce prénom? Si vous permettez, je vais commencer déjà par le début, puisque ce manoir est en réalité un château, le château de Cornonay, qui a été construit par la comtesse de Lastic et dans des conditions bien particulières, puisqu'en fait, le château de Parentignac et le château de Cornonay, celui-ci, sont intimement liés. Alors, il est plein de particularités, si vous voulez, architecturales. Alors, très différent quand même en architecture que le château. Complètement. Complètement. Alors, ça déjà, ressemble plus au caractère de la comtesse, donc? Je pense que la comtesse avait beaucoup de connaissances en art. Elle y a mis un peu tout son cœur déjà, mais un peu toutes ses connaissances en art. Et lorsque vous regardez la façade, on se rend compte qu'il y a une partie qui est un peu néo-gothique avec la chapelle, une partie plutôt Renaissance avec le porche et les fenêtres du hall d'entrée. Et si vous regardez l'intégralité de la façade, on se rend compte que c'est plutôt un style anglo-saxon. Voilà. Pour le résumer, en fait, l'aspect général du château. À l'intérieur, donc ce château a été construit en 1894, donc château 19e, alors que le grand château de Parentignac est plutôt au 18e, puisqu'il date de 1705 ou 1707, je crois. Alors cette comtesse est entourée et elle y a mis un peu tous ses souvenirs. Vous n'avez pas tous, en tout cas, eu la chance pour l'instant de découvrir l'intérieur. Nos invités iront à l'intérieur tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, vous y aurez droit, c'est promis. Mais on y retrouve notamment du marbre de Caunes-Minervois, donc qui est un petit village de l'Aude, et le même marbre que l'on retrouve notamment au Palais de Saint-Pétersbourg et au Trianon à Paris. On y retrouve des chapiteaux sculptés par les Compagnons de France, tous signés, et d'un décor floral différent. Et au niveau boiserie, on y retrouve notamment un plafond à caisson inversé à la française, qui est en tout cas pas chose courante, notamment dans la région, mais peut-être aussi ailleurs. De la comtesse à la famille Morel. Alors, c'est on va dire, pas un très très long parcours, mais dans le temps, si quand même. Il s'est écoulé 130 ans. Donc la comtesse de Lastic intègre le château en 1894. Elle décède malheureusement 4 ans plus tard. Son fils, le marquis de l'époque, revend le château en 1914, puisqu'il a des intérêts dans la vigne dans le sud de la France. La phylloxéra est passée par là. Et finalement, il est contraint de vendre le château de sa mère, donc pas Marcel Pagnol, mais le sien, sa mère à lui. Une jolie histoire. Une jolie histoire. Et c'est un marchand de biens qui a des intérêts au Canada, qui a fait fortune dans la sidérurgie, qui rachète le château. Alors sans doute peut-être pour afficher un signe extérieur de richesse. Alors ce monsieur, si vous voulez, il a quand même un peu à l'image de Gustave Eiffel, qui lui a fait fortune aussi dans la sidérurgie, mais en France. Ce personnage a fait fortune au Canada dans les mêmes conditions. On est en pleine période de la révolution industrielle, les fortunes se font et se défont aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ce qui fait que 20 ans plus tard, à son tour, il a un mauvais revers de fortune et il est contraint de revendre le château à qui voudra le prendre. Et curieusement, c'est l'Église qui le rachète pour en faire une maison de retraite pour prêtres. Voilà. Donc le château de Cornonay devient Maison Saint-Pierre. C'est pourquoi Maison Saint-Pierre, le paradis, les clés, enfin bon, bah, cric-crac, tu rentres pas, enfin voilà. L'idée, c'est ça. En tout cas, c'était l'idée. C'était l'idée. Donc en 1934, ça devient une maison de retraite pour prêtres. La maison du gardien, la maison jaune que vous voyez à l'entrée,
étant auparavant maison du gardien du château, devient presbytère. Voilà. Et pendant 66 ans, jusqu'en l'an 2000, donc c'est quand même très récent, c'est devenu, ça a été une maison de retraite. Alors pourquoi l'Église s'y est intéressée? D'une part parce qu'il y avait une chapelle, parce qu'il y avait de l'espace dans les salles de restauration. Le jardin, probablement. Le jardin. Un peu plus loin derrière, vous avez une grotte avec une vierge qui date de l'époque de la comtesse. Donc il y avait des signes. Il y avait des signes. Il y avait surtout toutes les conditions réunies pour que les prêtres puissent s'installer ici. Et puis c'est l'époque aussi où vous avez quand même pas de crise de vocation. Donc les prêtres quittent leur paroisse et viennent profiter de leur retraite à 65 ans. Après, dans les années 60-70, la crise des vocations se fait sentir. On demande aux prêtres de rester jusqu'à 75 ans dans leur paroisse. Vous rajoutez à cela la mauvaise qualité du vin de messe et il n'y en avait plus vraiment beaucoup pour profiter de leur retraite. Le traiteur, tout à l'heure, nous a proposé un autre vin. Bon, écoutez, ça va. Je l'ai déjà goûté, moi. Oui, ça va aller. Alors, je pense que déjà, ce sera bien. Oui, pas de souci. Alors ensuite, oui, donc crise des vocations s'installe. Le denier du culte que tout le monde connaît et je suis persuadé que tout le monde donne au denier du culte, forcément, hein, qui est en baisse, en chute libre. Ça va de pair, si vous voulez, avec la crise des vocations. Et donc un temps, l'Église, l'évêché a ouvert cette maison de retraite à des particuliers qui, eux, payaient leur pension pour aider à supporter un peu les frais. Les années 80 arrivent, l'avènement de François Mitterrand, qui lui considère bien, que tous les patrons, quels qu'ils soient, doivent payer les charges patronales. Donc forcément, l'Église a été rattrapée un peu aussi par cette idée. Et il y avait quand même ici des cuisinières, des servantes, un jardinier ou des jardiniers. Ce qui fait que l'Église, en 2000... Le droit du travail s'est organisé autrement. C'est ça. Voilà. Puis depuis la séparation de l'Église et de l'État, forcément que c'était un peu différent. Donc l'Église n'a plus les moyens de ses ambitions, ici. Elle revend en 2000 ce manoir, ce château, la maison Saint-Pierre, et ce sont des propriétaires privés qui le rachètent en 2000 pour en faire une maison d'hôte. Voilà. Et vous êtes les seconds propriétaires. C'est ça. Voilà. Vous connaissez bien votre château, Bernard. Je suis désolé, il faut plus me regarder moi que le château. D'accord. Voilà. D'ailleurs, il est tellement beau que je... Non, mais il n'arrête pas de regarder. Mais vous aussi, Marc-Alexis, vous êtes beau. Mais vous inquiétez pas, c'est sympa, c'est sympa. Continuez à me regarder, Bernard, voilà. Là, comme dirait De Funès, là, dans les yeux. Dans les yeux. Voilà. Sinon, vous ne passez pas sur l'écran. À l'écran. Et vous avez le coup de foudre avec Isabelle, vous avez le coup de foudre pour ce lieu. Pour finir avec quand même le nom, puisqu'on est parti de là, de cette Alice. Question, Alice. Les propriétaires ont considéré que ce n'était pas un grand château, donc ont préféré l'appeler manoir. Et Alice en mémoire de la grand-mère de la personne qui a acheté ce manoir en 2000. Voilà. Ils ont exploité donc ces chambres pendant une quinzaine d'années, ce qui fait que après ils ont vendu, ils sont partis à la retraite. Et mon épouse, qui est chromothérapeute, cherchait un endroit pour installer son cabinet. Donc, c'est la curiosité qui nous a amenés ici, puisqu'on se dit, tiens, ça peut être sympa, on cherche une maison plus grande, on va aller visiter. Et en rentrant dans ce hall d'entrée, on est vraiment tombé amoureux de ce lieu, ce qui fait qu'on a fini par l'acheter. Alors, il a fallu passer par la case banquier, et quand nous avons quitté le bureau du banquier, il nous a dit, il nous a regardé d'un air un peu interrogateur dans les yeux, il nous a dit, mais vous penserez à le rembourser, hein? Oui, on pensera à le rembourser. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. Alors, nous avons conservé ce nom de manoir d'Alice parce qu'on considérait que c'était... Et là, tous nos invités se tournent vers un banquier. C'est ça. Il y en a forcément dans mon dos. Il y en a forcément un à chaque fois, mais là, on le savait. Qui me veut du bien ou du mal, je ne sais pas. Voilà, donc, et depuis, mon épouse a installé son cabinet. Et nous, pour rembourser le crédit, forcément, on fait les mariages, les chambres d'hôtes, et les séminaires, quelques séminaires. Donc on peut prendre possession, entre guillemets, de ce lieu. Absolument. Vous le privatisez. On le privatise pour les circonstances. On peut même profiter de la piscine, comme on l'entend à l'instant. On entend des ploufs, oui, derrière nous. Comme je ne peux pas me retourner, j'imagine que c'est ça. Oh, je crois aussi. Voilà. Je crois aussi. Ça fait de vivre dans un tel endroit chaque jour? Alors c'est impressionnant parce que nous sommes arrivés en janvier avec nos 2 enfants. On ne connaissait rien. On ne savait même pas où était le compteur électrique. On a vécu tout l'hiver comme ça. On a commencé par avoir une grande phase de travaux. Janvier 2020 2018. 2018. Donc c'est quand même très récent. Et on a fait d'énormes travaux. On a eu à peu près 300 000 € de travaux, donc de restauration. Ça continue un peu tous les jours. Tous les jours, on améliore. Voilà.
pour que nos invités soient satisfaits du lieu, qu'ils aient envie de venir et d'y revenir. Vous avez des projets pour ce lieu? Alors des projets, oui, le valoriser chaque jour. On s'est approprié un peu l'histoire du château parce qu'on estime que vivre quelque part sans en connaître les origines et l'histoire, et surtout pouvoir la communiquer, c'est quand même important. Et puis les projets, mon épouse en a parce qu'elle développe régulièrement son activité de chromothérapie. Donc ça peut déboucher sur des stages de bien-être, sur des formations, sur voilà, des séjours aussi bien-être. Donc il y a ça, mais après tout, il y a tout le reste. Un numéro de téléphone qui va apparaître, mais que je vous donne, le 06 07 49 21 32, 06 07 49 21 32. Merci beaucoup Bernard. Un petit cadeau. Vous connaissez la collection Vue d'Auvergne. Oui. On a fait un livre avec Marie-Thérèse Béraud qui est soutenu par Enedis. Je salue d'ailleurs notre partenaire, Pierre-François Mangeon, qui est avec nous. Le numéro 2 arrive, ça me fait l'occasion aussi de lui dire publiquement. Merci du soutien à venir. Le cadeau, il est pour vous, pour toi et ton épouse. Merci beaucoup de ton accueil. Merci de votre accueil, Isabelle. Merci. On va enchaîner donc avec nos invités sur la thématique. Ils se sont fait un prénom. Je vais changer un petit peu l'ordre pour ne pas, forcément m'attirer les foudres de celle qui ne voulait pas passer la première. Donc, comme il n'y en a qu'une, on va demander à Damien Caillard de venir. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole. Bonsoir, Damien. Damien Caillard. Voilà. Ici, oui. Approche-toi. On se dit tu? On se dit tu. De toute façon, je connais tout le monde, donc je vais dire tu à tout le monde. Alors, ils se sont fait un prénom, c'est donc la thématique du prénom par rapport à des noms connus, des noms célèbres, à travers des personnes qui étaient connues ou qui le sont toujours. Ton papa, Jean-Pierre Caillard, président, directeur général du groupe Centre France La Montagne, avec le vaisseau amiral qu'est le journal La Montagne. On en reparle dans un instant. Comment, toi, as-tu ressenti déjà ce thème? Ils se sont fait un prénom. Je le vois comme une manière de pousser à se dépasser, puisque forcément, quand on est jeune, on se définit par rapport à son parent illustre, par rapport à mon père en l'occurrence. Donc on se dit qu'est-ce que je vais faire par rapport à lui? Est-ce que je vais le suivre? Est-ce que le suivre au moins dans la profession, dans le poste qu'il a, ou dans quelle mesure je vais m'en inspirer? Donc le prénom, c'est aussi faire définir sa propre vie professionnelle principalement, selon ses critères, mais qui sont en lien, peut-être en miroir, avec le critère d'une autre personne qui est déjà passée avant nous. C'est un vrai challenge quand même. Il y a des journalistes de La Montagne qui se sont connectés au moment où tu prends la parole. On pouvait s'en douter. On les salue, notamment Henri Bougnol, parmi d'autres. Bonsoir Henri. Si vous voulez poser les uns et les autres des questions à nos invités, vous n'hésitez pas. Je vais demander aussi à Françoise et Marité de m'aider à transférer les questions sur mon téléphone parce que c'est un petit peu compliqué pour moi d'avoir à la fois le micro et le téléphone en main. Jean-Pierre Caillard, figure de proue de la presse ici, puy-d'Aumoise, auvergnate et nationale. Tu es aussi journaliste. Est-ce que c'est lui qui t'a transmis le virus? Le bon virus, oui. Hein. Alors, clairement. Excuse-moi. C'est un virus? Ça aurait pu être gênant pour le direct et pour toi surtout. Okay, ça marche. Bon. Joli guêpe sur le bras de, je continue. De Damien. Oui. Alors oui, clairement, puisque il était. Alors moi, je suis fils unique. Déjà, c'est quelque chose d'important pour comprendre un petit peu le contexte. J'ai travaillé. Je me suis orienté sur la communication assez vite. J'étais très branché vidéo, donc c'est pour ça que j'étais très intéressé par tout le dispositif qui est en place ici. À la suite de mes études, j'ai monté une entreprise de vidéo, mais finalement, je me suis pas mal orienté aussi vers les documentaires. Donc déjà, j'avais le côté un petit peu journalistique qui m'intéressait, le fait de faire du narratif, de raconter des histoires, d'être curieux, d'aller... j'avais notamment fait il y a longtemps une série sur les propriétaires de châteaux en Auvergne. Voilà. Et ensuite, j'ai pu intégrer autour des thématiques de la stratégie numérique et de l'innovation, le groupe Centre France. Et tout ça, tu en parlais avec ton père ou tu lui faisais découvrir quand tu avais réussi les choses ou au moins réalisé les choses? Oui, alors quand j'avais mon entreprise de vidéo avant d'être à La Montagne, j'ai pu travailler en partie avec lui, puisque j'ai fait quelques films pour La Montagne,
Mais j'étais aussi très content de mon entreprise étant basée à Paris, parce que j'habitais à Paris à cette époque, j'étais très content de réaliser de vendre des films, des prestations euh, pour lesquels mon nom n'avait aucune valeur particulière. Par exemple, C'est-à-dire qu'à voilà. Paris, quand tu téléphonais, bonjour Damien Caillard, ça ne Voilà. résonnait pas du tout de la Non. même manière qu'à Clermont-Ferrand. Bah, surtout en dehors du milieu de la presse, je me souviens que mon fait d'armes, si je puis dire, c'était d'avoir vendu un film à l'époque à Total. Voilà. Et j'étais très content parce que c'était juste moi, c'était Damien qui l'avait vendu et pas Damien Caillard en quelque sorte, voilà, si je puis dire. Mais malgré tout, voilà, j'étais aussi fier de lui dire, voilà, regarde finalement ce que j'ai pu faire. Alors cela dit, on ne parlait pas vraiment des sujets journalistiques tant que je n'étais pas au sein du groupe Centre Et France. puis un jour, il t'a proposé de rentrer dans le groupe. Oui, c'est ça. En fait, c'était quand même un bon stratège. Je pense qu'on peut vraiment lui reconnaître ça. Stratège, parce que je dis ça, ce n'est pas que moi, ce sont beaucoup de gens qui m'en ont parlé depuis sa mort. Comme il est mort en 2012, finalement, j'ai découvert en partie qui il était et quelle aura il avait depuis son décès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, spontanément, se sont m'approchés en disant « Ah, vous êtes Damien Caillard, j'ai bien connu votre papa, j'ai travaillé avec lui, etc. etc. » Et c'était à chaque fois chaud au cœur. Et je dirais, on le reconnaissait notamment comme un stratège. Donc, au-delà de la construction du groupe Centre France à laquelle il a énormément participé, il avait vu la montée en puissance du numérique et donc il m'a demandé de le rejoindre sur la question de la stratégie du numérique. Alors moi, je voudrais juste dire un message personnel, mais je le dis devant Damien, je pense aussi à ta maman, bien sûr, Oui. Edith. C'est Jean-Pierre Caillard qui m'a fait faire mes premières armes à la télévision, dans la fameuse émission Guide privé Oui. sur Clermont Sur Clermont Première. Première, oui. Voilà, et c'est lui qui m'a permis aussi d'être là, indirectement, avec le temps. Il avait cette vision aussi de la télé locale, alors qui s'est avérée plus complexe que prévu, mais il a monté la première télé locale qui était propriété d'un groupe de presse uniquement et pas forcément en lien avec des collectivités. Et c'était Clermont Première. C'était en 2000, je me souviens. Et je témoigne publiquement ce soir qu'il n'a jamais passé le moindre coup de téléphone pour dire vous invitez telle ou telle personne. Je tiens absolument à le dire. Je ne voudrais pas être voyeuriste, de toute façon tu sais que ce n'est pas mon genre. Merci déjà d'être là parce que tu es très discret dans les interviews. Tu poses des questions aux autres, mais tu es très discret dans les interviews. En 2012, les obsèques de ton papa à la cathédrale. Oui. La cathédrale a rarement été aussi pleine. Et ce jour-là, je te revois entrant avec ta maman. Ton père ne t'appartient plus. En quelque sorte. À double sens. Oui. Il est parti Mmh. et il y a 2000 personnes ce jour-là. On est un certain nombre à avoir vécu cet instant. Est-ce que là, tu prends conscience quelque part de ce qu'il t'a légué à travers ce qu'il a fait et que tu dois aussi faire exister? Il appartenait déjà depuis longtemps, en partie bien sûr, à sa famille, mais aussi à son entreprise, au territoire. Il était très proche effectivement de l'Auvergne. Voilà, c'est pour ça qu'il a, je pense, notamment réussi à construire cet empire de presse. Et je ne sais pas si j'ai réalisé quelque chose ce jour-là, même si c'était quelque chose de très marquant. J'ai encore les images dans la tête. Évidemment, c'est impressionnant quand on entre en portant le cercueil de son père dans la cathédrale, avec autant de monde, et notamment des personnes illustres qui avaient fait le déplacement. Ça m'a vraiment marqué. Mais j'avais compris déjà avant ce lien avec le territoire que je pense avoir gardé. C'est-à-dire, tu me poses la question, qu'est-ce qu'il m'a légué? Je dirais qu'il y a ça. Il y a cet attachement à l'Auvergne. Et c'est pour ça que quand, en 2013, je suis revenu m'installer à Clermont après avoir vécu 13 ans à Paris, voilà, avec mon épouse et mes enfants, j'ai vraiment senti ce lien avec le territoire. Et quand j'ai quitté le groupe Centre France en 2016, j'ai voulu travailler sur des projets, notamment associatifs, des projets de tiers-lieux qui étaient en lien avec le territoire et qui avaient une dimension d'intérêt général, si je puis dire. Enfin, voilà, ça, c'était quelque chose qui m'a légué. Je salue les personnes qui nous rejoignent en direct sur Facebook. On a des journalistes de renom national aussi, comme Thierry Lyonnais qui est avec nous par le direct. Nous avons des élus, notamment André Chapavert qui nous regarde. Nous avons une question. Alors, je la transforme légèrement. Quelles sont les valeurs essentielles que tu as transmises ton papa? Moi, je dirais... Ah, tu passes bien à l'antenne, hein. Tiens, je suis en train de te voir là. Je dirais, quelle est la valeur essentielle que ton père t'a transmise? Quelque chose qui revendiquait beaucoup, qui était
dans l'ADN du groupe, enfin du journal La Montagne depuis longtemps, c'est-à-dire l'humanisme. Voilà, moi ça, il était reconnu. J'ai dit qu'il était reconnu comme stratège. Je pense qu'il était aussi reconnu comme étant quelqu'un de très humain, dans le sens chaleureux. Il fonctionnait beaucoup à l'affect, mais je le vois donc, je le répète, mais toutes ces personnes, et encore aujourd'hui, ces personnes qui me disent, voilà, avec pas les yeux qui brillent, j'exagère un petit peu, mais vraiment avec un sourire, avec une chaleur dans la voix. Voilà, j'ai connu Jean-Pierre, et donc ce côté-là, cette proximité avec les gens, et puis après l'humanisme, c'est aimer l'humain en général et agir pour lui, enfin penser à la société, au territoire qui nous entoure, et voir comment, dans son action, on peut aussi aider, on peut aussi apporter sa pierre à la construction d'un monde meilleur. Un autre journaliste qui nous rejoint à l'instant, et j'ai commencé à la télé avec lui, Loïc Rivière, Oui. que l'on connaît tous les Salut deux. Loïc. Salut Loïc, aujourd'hui il présente la météo sur BFM, entre autres, et il est aussi sur une radio, mais comme je ne me souviens plus exactement le nom de la radio, je ne voudrais pas dire de bêtises. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Je la poserai à tous mes invités, donc les autres, vous pouvez y penser déjà. La question benchmark. Oui, exactement, la question benchmark. Tu as 2 filles. Oui, tout à fait. Un jour, elles se feront un prénom, elles aussi. Ouais. Et il y en a déjà une qui est un peu partie sur le journalisme. D'accord, ça sera ta réponse. C'est ça. Damien Caillard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Damien. On peut l'applaudir. On est en direct, j'appelle Flore Fartaria à présent. On est en direct du manoir d'Alice à Parentigna. Nous sommes dans une configuration différente de nos soirées d'exception puisque le Covid est par là, les règles sanitaires sont là. Et je le dis comme je le pense, les autorités préfectorales ne nous ont pas facilité les choses puisqu'on ne sait ou pas venir ici en public. Donc on est en petit comité, mais vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. On atteste les messages que l'on reçoit, ce que je vois sur mon téléphone, avec un message à l'instant qui fera plaisir à Damien Caillard. JP Caillard, un grand monsieur. Voilà, c'était important aussi de rendre hommage à Jean-Pierre Caillard. Bonsoir Flore. Bonsoir. Merci beaucoup, Flore Fartaria. Merci. Alors, Flore, elle a la particularité d'être la seule des 4 témoins ce soir à s'exprimer alors que son père est là. Et je connais son père, je peux vous dire que ça va être une gageure pour elle. Je lui ai promis, Nicolas, Damien, vous tenez Isidore. On lui donnera la parole, mais qu'à la fin, à la toute fin. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup Isidore. À chaque fois que je fais une nouvelle émission, il est là. Il a été mon parrain sur plein d'émissions. Ça me fait très plaisir, Isidore, que tu sois là. Mais pour l'instant, je regarde ta fille et j'interviewe ta fille. En écoutant Damien Caillard, vous pensez, vous, à des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé parce que vous avez aussi un père qui est une figure tutélaire. Son nom signifie la réussite, son nom signifie une présence. Vous avez pensé un petit peu à tout ça? Alors, ce qui est vraiment... Tu as pensé, pardon. Oui. Ce qui est vraiment différent du cas de figure de Damien, c'est que mon père, lui, est dans la chimie et moi, je suis dans l'hôtellerie. Donc, on va dire qu'on est parti sur 2 branches complètement différentes. J'ai vraiment fait ce que je voulais. Dès le départ, l'hôtellerie. Dès le départ, l'hôtellerie. Ça a été un petit coup de pouce, on va dire, qu'il m'a donné quand j'étais enfant. On est parti toute la famille en vacances dans le sud et il m'a emmenée dans un petit hôtel familial. Et j'ai été prise d'affection par les propriétaires qui m'ont mis derrière le bar, au service, en cuisine. Quel âge? Voilà, je devais avoir 10-12 ans. Ah oui. Non, mais le regarde pas. Oublie-le. Ah, mais décidément, personne ne veut me regarder dans cette émission. Heureusement qu'il y avait Damien. Hein. Voilà, 10-12 ans. Et puis, c'est vrai que je lui ai dit, moi, j'ai envie de faire ça. Et là, il m'a dit, écoute, ma fille, plus tard, je t'achèterai un hôtel. Voilà. Princesse Flore. Donc, voilà, quand on est enfant, on ne se rend pas bien compte. Voilà, j'avais des étoiles dans les yeux. Et puis, je me suis dit, moi, j'ai envie de travailler dans le restaurant, j'ai envie de travailler dans l'hôtellerie, j'ai envie d'avoir le contact avec les clients. Voilà. Donc, c'était vraiment différent, puisque lui est dans la chimie. Et puis, il n'était pas du tout prêt, je pense, à ce challenge-là. Isidore peut être fier de sa fille, un message qui arrive Merci à l'instant. beaucoup. Et c'est pas lui qui l'envoie. Hein. Non, je vérifie quand même. C'est pas lui qui l'envoie. Odile Brun, on salue Odile Brun. Lorsque tu entres en fonction,
dans le fameux hôtel Flore qui porte ton nom. Mhm. Princesse Flore, donc à Roya. Est-ce que tu te remémores cet instant ou ces 2 instants dans cet hôtel quand tu es petite, à 10 ans, avec tes parents, avec Isidore, et puis le moment où il te dit un jour tu auras ton hôtel? Alors, c'est vrai que, on va dire, à la base, quand je suis partie en lycée hôtelier, où j'ai fait après, je suis partie donc à l'étranger faire mes classes. J'ai fait d'autres travails dans des hôtels de chaîne. Donc, j'ai vraiment fait mes classes. Et puis, j'étais pas du tout partie pour travailler dans l'hôtel qui a ouvert 6 mois après que j'arrive. Et puis, j'étais bien, j'étais à Lyon, dans un hôtel de chaîne. Et puis, j'ai fait mes classes, j'avais mes collègues, j'avais mon petit appartement. Voilà, j'étais pas du tout sur Clermont-Ferrand. Et 6 mois après, une place s'est libérée, une réceptionniste s'est en allée, puisque l'équipe était au complet. Et mon père m'a appelé en me disant, bon, maintenant j'ai un hôtel à ton nom, ça serait bien que tu viennes travailler quand même. Voilà, dans Et l'établissement. il a enchaîné avec un conseil, ou alors c'était, comme on dit chez Michelin, article 28, démerde-toi. Démerde-toi. C'est ça. Oui, tout à fait. Je connais l'histoire, c'est Ouais. pour ça. Ce qu'il me l'a raconté. Oui, oui, complètement. Non, non, il Alors m'a ça veut donné, dire quoi quand on a un tel papa que de se débrouiller par soi-même? Ben, je pense que le conseil qu'il m'a donné depuis toute petite, c'est d'être soi-même et humble. Voilà. Et si on est humble, on gagne le respect des gens. Et si on est respectueux envers les gens, voilà, on a le juste retour. Est-ce qu'on doit être doublement humble quand on est justement dans un milieu où la réussite se voit? Complètement. Puisque ben, on vous laisse rien passer en fait. On vous laisse rien passer. On m'attendait au tournant, bien sûr. Quand je suis arrivée, j'étais un peu l'œil de Moscou. Les gens se sont beaucoup demandé comment j'allais me comporter avec eux. Si j'allais tout répéter à mon père, si j'allais faire la petite fille à papa, si j'allais donner mes ordres, ma cheftaine. Et puis, ben, je suis pas du tout comme ça. C'est pas du tout mon caractère. Donc, j'ai été moi-même. Voilà. Tu acceptes parfois d'être en conflit avec ton père pour justement faire exister tes opinions, tes idées? Oui, bien sûr. Oui, oui. On n'est pas tous les jours d'accord, hein, heureusement. Qui cède? On va dire quand j'étais un petit peu plus jeune, C'était c'était toi? moi. Maintenant, je commence un petit peu à reprendre le dessus. Voilà, mais non, on n'a pas trop de conflits, on est assez d'accord. Ça veut dire quoi, se faire un prénom? Parce que c'est une question vraiment que je veux poser à tous nos invités. Quand vous avez été appelés les uns et les autres par Marie-Thérèse Béraud, qui m'aide sur cette émission, elle m'a confié que vous avez tous été surpris de la thématique. Ils se sont fait un prénom, donc depuis le temps qu'on voulait faire cette émission, vous avez tous eu le temps de réfléchir à la question. Ça veut dire quoi pour toi, ils se sont fait un prénom? Bah déjà, avant un prénom, donc j'ai le nom, hein, Fartaria, donc forcément qui est assez connu sur Clermont-Ferrand. Après, j'ai le prénom, puisque bah, l'hôtel, le Princesse Flore, on va dire que c'est assez connu sur Clermont-Ferrand et l'agglomération. Donc, c'est un prénom qui a été diffusé sur Clermont assez largement, sans que j'ai quoi que ce soit à faire, en fait. Donc, se faire un prénom avec un hôtel qui porte son prénom, c'est assez facile. On peut parler de ton frère aussi. Oui, tout à fait, oui. Michael? Non. Pas du tout. Non. Kevin. Kevin, pardon, je suis désolé. Kevin, Oui. il a un lien aussi avec l'hôtel? Alors, pas du tout. Mon père donc, est parti à la retraite cette année et il a repris donc, Le groupe Titel. Voilà, le Kevin groupe Titel. s'occupe du groupe Titel. Le groupe Titel, exactement. Il a réussi à prendre ce challenge-là. Un jour, tu auras des enfants? J'en ai 2 déjà. Tu en as 2 déjà. Merci pour les informations. Merci Marité. Un jour, tu auras des enfants. Pardon, mes yeux, en plus, je la refais, on est en direct. Tu as 2 enfants. Ils ont quel âge? 6 et 9. 6 et 9. Tu leur parles de leur grand-père, mais comme moi, je pourrais en parler. C'est-à-dire de l'extérieur par rapport à ce que je connais de l'homme public. Je leur en parle, je leur donne beaucoup leur grand-père en exemple, notamment sur les valeurs humaines, sur la valeur du travail, où voilà, quand ils me demandent d'acheter des choses, je dis ben, tu feras comme moi, tu iras poser les étiquettes au dépôt à 12 ans pour gagner ton argent de poche, comme papy m'a appris la valeur de l'argent. Donc voilà, c'est un exemple que je donne. Oui. Je me risque à la dernière question. Tu as envie de lui dire quoi ce soir? Je peux le regarder. Pas trop longtemps, parce que... Eh ben, que je suis très fière de lui. Voilà, je suis très fière de lui. C'est toi qui es fière de lui? Bien sûr,
je suis fière de lui et je suis fière de porter son nom, bien sûr. Flore Fartaria. Voilà. Merci Flore. Merci. On continue ce direct live donc sur Facebook. Il y a des commentaires qui arrivent, il y a des questions qui arrivent à nos invités. Le principe aussi de ces émissions à la fois sur Facebook et sur YouTube, c'est qu'elles ont une seconde vie. Il y a le live, c'est une chose, et puis il y a une seconde vie, ce sont les replays. Et vous êtes nombreux, très nombreux à nous regarder en replay, puisque certaines de nos émissions vont jusqu'à 8000 vues. Vous vous rappelez que nous avons commencé ces émissions, en tout cas en direct, live de cette manière, au moment du confinement, au début du confinement. Et puis voilà, on les fait évoluer aussi grâce à cette petite technologie miniaturisée. Un jour, on essaiera de vous montrer à quoi elle ressemble, mais donc dans l'autre sens, et qui nous permet de faire ces émissions. J'appelle Nicolas Nuget. Bonsoir Nicolas. Prends le micro. Bonsoir Marc. Ravi que tu sois là. On te connaît beaucoup. On te connaît pour plein de fonctions que tu as, directeur de communication de la banque Nuget, groupe Crédit du Nord, président de Marc Auvergne. Tu es peut-être encore, ou tu as été en tout cas, tu as été fondateur du C. Toujours président. Tu es toujours président du C.com, donc un club de communicants. Mais là, c'est bien Nicolas que je vais interviewer ce soir. Et d'ailleurs, je vois dans tes yeux que tu n'as pas tout à fait le même regard que d'habitude. Tu penses à Pierre, forcément, ton papa? Bien sûr, ouais. Bah oui, parce que même si j'ai pas toujours été dans ses pas, je crois que j'ai essayé de faire mon chemin à ses côtés et j'ai beaucoup appris de lui. Il m'a pas forcément toujours poussé à faire ce que j'ai choisi, parce que malgré tout ce qu'on peut penser, en fait, j'étais pas forcément prédestiné à faire de la banque. C'était pas mon choix initial. Tu aurais aimé faire quoi? Je voulais être officier de marine. J'ai passé mon service dans la marine nationale. J'ai failli rentrer à l'école navale après avoir réussi. Et au moment où j'ai eu mon diplôme pour rentrer à l'école navale, j'ai fait demi-tour. Je suis rentré à Clermont-Ferrand et je me suis dit, ton devoir, ton obligation, c'est de travailler dans la banque. Donc je suis allé voir mon papa, ça l'a beaucoup surpris. Et je lui ai dit, je veux travailler dans la banque. Tu te l'es dit parce que, quelque part, tes parents, de manière subtile, t'avaient fait comprendre que ce serait bien, ou parce que tu comprenais que quelques valeurs pourraient se perdre si tu ne portais pas le flambeau à un moment donné? C'est exactement ça. C'est beaucoup plus le fait de me dire que si je ne l'avais pas tenté, je l'aurais regretté. Et même si la marine et la voile, la mer m'a toujours énormément attiré, je reconnais que le parcours que j'ai choisi, celui de travailler dans la banque, et pas dans la banque de papa, je le précise toujours, parce que mon papa m'a dit, quand je lui ai dit, écoute, je voudrais bien travailler dans la banque, il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu vas donc rentrer à la banque du J'ai dit, non, je crois qu'on ne s'est pas bien compris, je voudrais apprendre mon métier. Et donc, je suis allé apprendre mon métier dans d'autres banques pendant 5 ans. Pas le groupe avant de Crédit revenir du un Nord? jour. Alors, groupe Crédit du Nord au début, et ensuite Crédit Commercial de France, qui est plus connu maintenant sous l'enseigne HSBC. Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber à propos de banque et de banquier. Il y a un banquier du groupe Arkea qui est en train de nous regarder à cet instant-là. La banque Nuget, tu t'appelles Nuget, quand tu vas te promener, forcément, tu ne peux pas forcément passer inaperçu. Et tout le monde fait toujours le lien entre la banque et toi. Et pourtant, il me semble, moi, de l'extérieur, que tu t'es fait un prénom très très vite, que tu as fait exister ce prénom Nicolas très très vite. Alors oui, parce que j'ai fait le choix de ne pas avoir de vie. Je fais le choix d'être moi-même dans toutes circonstances. Et je pense que pour moi, c'était un équilibre. C'était quelque chose de très important, même si comme Obélix, je suis tombé dans la banque quand j'étais tout petit. J'ai vu des photos de moi dans mon berceau, je ne m'en souviens pas moi, mais dans mon berceau, posé sur le guichet de la banque au 7 place Michel de l'hôpital. Donc la banque et la famille... Ça c'est pas mal, ça vous avez entendu, ça va tweeter là. La famille ne faisait qu'une. Mon papa était... Donc place beaucoup. Michel de l'hôpital? Oui, place Michel, oui, au premier étage, banque au premier étage. Vous habitiez là? Absolument, en face. Et bon, après, tu sais que j'étais à la fois à l'école avec Édouard Michelin et Pierre Montagnon. Donc j'ai été, si j'ose dire, un peu rodé au fait d'être, fils d'eux, on va le dire. Mais pour autant, ça n'a jamais été pour moi un handicap. Ça a été au contraire une véritable chance. Je pense que la vie est très très belle. Est-ce que c'est plus facile quand on porte un nom connu? Non, c'est pas plus facile. Non, c'est pas plus facile. Je pense Flore nous disait il y a un instant qu'on attend plus de vous. Ah oui, oui, ça impose. Ça impose. C'est-à-dire qu'il faut être sûr des choix que l'on fait.
Et j'ai un peu fait mienne une devise de mon papa que j'aimais beaucoup lorsqu'il était étudiant, c'était bien choisir et aller droit. Et je pense que dans la vie, c'est un peu ça, les véritables choses compliquées. À la fois se décider pour quelque chose et ensuite ne pas changer d'avis. Donc moi, j'ai tracé ma route autour du territoire, parce que j'aime particulièrement l'Auvergne, j'aime rendre à ce territoire tout ce que ce territoire nous a permis de réaliser. C'est pour ça que j'ai pris de très nombreux engagements par la suite. Tu es au conseil de direction de la banque, Je suis membre du directoire. membre du Oui. directoire. Est-ce que tu as le droit de faire exister une opinion qui ressemblerait au NUGE et qui ne serait pas forcément celle du groupe du Nord, du Crédit du Nord? Alors, je ne joue jamais de ce jeu à ce jeu-là. Ce que je sais et ce que mes équipes me rapportent régulièrement, c'est que par certains côtés, je suis un peu l'âme de la maison, même si aujourd'hui nous sommes la filiale, et j'en suis très fier, parce que intégrer un grand groupe, c'est une chose qui n'est pas forcément facile. Permettre de garder son âme, de rester ce qu'il a été, en étant à la fois fier mais jamais nostalgique, ça permet de conférer à cette entreprise un caractère particulier, un caractère propre. Je ne joue pas de ça, je ne dirige pas la banque, mais je suis amené à prendre de responsabilités autour de l'image de cette banque, autour de ce qu'elle véhicule, autour de ses engagements sur son territoire. Et est-ce que ton nom t'a empêché de vivre des choses? Bah, non, pas forcément. Non, je crois que je me suis libéré de beaucoup de choses. Non, non, non. Alors, merci. J'ai une jolie anecdote qui nous arrive par Internet. Pierre, quelle personnalité! Et il aimait raconter une anecdote. Un jour qu'il faisait, elle m'arrive en direct l'anecdote, un jour qu'il faisait un plein d'essence dans les Combrailles, il a produit un chèque et pièce d'identité. Et le garagiste, regardant le chèque, lui aurait dit « Purée, tu t'emmerdes pas, toi, tu as une banque à ton nom. » Oui, et je crois qu'après, il a dit oh, c'est le pur hasard, je crois. Parce qu'il était très, très simple. Et il a dit oui, c'est un pur hasard. Quel conseil t'a-t-il laissé? Je crois que d'abord, mon père n'était pas forcément, comment dire, je ne voudrais pas me tromper, mais c'était pas quelqu'un qui me félicitait pour tout ce que je faisais. Ça t'a manqué? Les félicitations? Je pense que dans l'éducation qu'il avait lui-même reçue, pour avoir, hélas, pas connu mon grand-père, je sais que c'était une éducation très très stricte, et je savais que ce que je faisais de bien, c'était à la limite ce sur le quoi il ne me disait rien. Donc je me disais, bon, ben, ça va, aujourd'hui, ça va. Mon dossier est bien passé. Et Dieu sait si j'ai fait passer pas mal de dossiers sur la communication. Parce qu'on n'était pas les grands rois de la communication à l'époque. Hein. C'était un peu comme Michelin, on communiquait très peu. Donc moi, je me suis vraiment engagé sur une voie qui n'existait pas à la banque et qui n'était pas vraiment la sienne non plus. Mon papa n'était pas communicant, on n'aimait pas forcément tout ce que je faisais. Je savais qu'il admirait ce que je faisais par ses amis, qui me disaient, bah voilà, il est assez fier de toi. Ça ne pouvait pas mieux tomber parce que moi aussi, je voulais, comme avec Damien, rendre hommage à Jean-Pierre Caillard. Je voulais rendre hommage à Pierre Nuget parce que je l'ai rencontré une fois grâce à toi, enfin plusieurs fois, mais une fois grâce à toi dans son bureau, en tête à tête. Tu te souviens de cet instant? Tu nous as laissés et tu voulais absolument que j'arrive à le convaincre de faire une émission guide privé. Et il m'a regardé et il m'a dit « Monsieur, à quoi bon dire ce que l'on fait? Il suffit de faire. » J'avoue que c'est quelque chose qui m'est resté. Hein, j'avais 40 ans. C'est quelque chose qui m'est resté, peut-être même pas 30 ans. Ça t'évoque quoi, cette phrase? C'est ton père? C'est vraiment lui. On n'a pas réussi, ni toi ni moi, à le convaincre. On n'a pas réussi. Donc moi, j'ai essayé d'imprimer dans ma tête toutes ces anecdotes, toutes ces histoires, parce que c'est un homme à la fois très cultivé, qui connaissait son territoire, qui connaissait les hommes, qui était un peu comme ceux qu'on a cités tout à l'heure, hein, très, très humaniste, je le crois, hein, qui a tissé, en fait, qui a fait de cette banque, de son entreprise d'ailleurs, ou de sa famille, quelque chose d'un peu particulier, avec une simplicité, une humilité, et à côté de cela, un côté travailleur acharné. Il passait beaucoup, beaucoup de temps au travail. Je me disais toujours que j'en ferais pas autant que lui. En fait, je crois que j'en fais un peu plus. Toi aussi, tu as des enfants. Ça, je le sais, j'en suis sûr. Il y en a qui sont même grands. Voilà, ils s'appellent Nuget aussi. Oui. Ah oui, oui, oui. Tu as l'impression qu'ils peuvent en profiter à un moment donné? Pas tant que ça. Ah, non, pas tant c'est que plus ça. compliqué. Pour eux, c'est plus compliqué parfois. C'est vrai que c'est pas facile de voir leur nom sur une façade. Je me souviens très bien de ma fille quand elle était toute petite et qui, en voyant l'étoile de Crédit du Nord, disait « Ah, ça, c'est le travail de papa ». C'était assez amusant quand elle disait ça au passage devant les agences. Moi, je n'ai pas de conseil à leur donner, et je crois que
la vie, ils la traceront comme ils voudront. La seule chose qui m'importera, c'est qu'ils soient heureux. Nicolas Nuget, merci beaucoup. Merci Nicolas. Je vais appeler Hugues Hortefeux, notre 4e témoin ce soir. Merci, bonsoir Hugues. Prends le micro toi aussi. Juste un mot en aparté, mais c'est important que l'on en parle. Il faut bien aussi se faire notre propre publicité sur les réseaux sociaux. Marc Production organise un séminaire sur la stratégie de communication en gestion de crise et nous faisons venir des spécialistes. Ce séminaire aura lieu le 17 septembre de cette année à Vichy. Nous faisons venir le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, la psychologue Manuela Brode qui travaille beaucoup avec Boris Cyrulnik. Nous faisons venir Caroline Fayet, spécialiste de la viralité digitale et des réseaux sociaux, et le général d'armée Bernard Barrera, qui est donc, pour dire les choses plus simplement, le numéro 2 de l'armée française, et c'est lui qui a commandé les forces françaises lors de l'opération française Serval au Mali. Ils viendront pendant une journée à Vichy pour ce séminaire. Il y a encore des places, vous pouvez vous inscrire en joignant directement Marc Production, et nous avons déjà un grand nombre d'inscrits sur ce séminaire. Merci Hugues. Merci à toi. Hugues Hortefeux. Alors, toi, tu as à la fois 2 figures tutélaires autour de toi. Il y a ton papa, Claude, qui est disparu il y a peu de temps. Et puis, il y a l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, dont on parle souvent. Comment as-tu vécu déjà mon invitation? Alors, c'est vrai que j'étais très surpris parce que moi, à la différence des mes 3 acolytes, c'est que moi, je ne suis pas un fils d'eux. Voilà. Tu es un frère d'eux. Donc, j'ai fait ma vie avant qu'il soit ministre et je l'ai fait après qu'il ne soit plus ministre. Donc, effectivement, peut-être que dans quelques temps, on lui demandera est-ce que vous êtes le frère de Hugues? Et il répondra. Mais voilà. Donc j'ai été surpris parce que voilà, pour moi, c'est plutôt plus naturel. Notre vie, c'est mon frère et point à la ligne. Quoi, voilà. Vous avez encore la possibilité d'avoir de vraies relations de frères, tous les 3, Brice, toi et Pascal? Ou alors, bien évidemment, l'État, son rapport à la politique, ses fonctions, cassent un peu cette simplicité? Ah non, pas du tout. Et là, je pense que tu as parlé de papa et maman. Donc, on a une maison à Saint-Saturnin, une maison de famille depuis plusieurs générations. Et c'est vraiment le lieu de rassemblement. Il se trouve que les 3 enfants, parce que j'ai frère Pascal aussi, qui est à Clermont-Ferrand, on se retrouve depuis toujours ici. Et nos enfants se retrouvent dans cette maison. Donc, c'est vraiment le lieu de retrouvailles. Et quand Brice était ministre, ben voilà, forcément, voilà, il y avait tout ce qui était garde du corps et autres, mais c'était le lieu de retrouvailles, le lieu d'échange. Et avec Brice, on parle entre eux comme des frères et non pas comme un ministre ou un ex-ministre avec un autre. Quand il est sous le feu de l'actualité, là il n'est plus ministre, mais il reste sous le feu de l'actualité, encore récemment, après les municipales, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ou quand il était vraiment ministre de l'Intérieur, et que parfois les journalistes étaient durs avec lui, ou que la situation faisait qu'il prenait des coups. Qu'est-ce que toi tu ressentais en tant que frère? En tant que frère, voilà, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec lui, donc je pouvais entendre des critiques qui pouvaient être justifiées, donc c'est là, donc je réagissais en disant, je préfère être chef d'entreprise où ça peut être dur, parce que voilà, on peut avoir des syndicats d'entreprise un peu difficiles, mais on n'est pas sous le feu dès qu'on a des critiques. Voilà. Donc on avait une certaine blessure, mais avec les années qui passent, et Marie-Noëlle peut en témoigner, je pense que c'est plus mon entourage ou mes enfants qui en ont beaucoup plus souffert que moi. Voilà. Toi, tu avais une carapace naturelle? Ça fait partie l'éducation peut-être que t'ont donné tes parents? Oui, un ensemble, et puis ça fait partie du jeu de la politique. Il y a des mots durs et des mots difficiles, ça continue aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie. Et puis voilà, il a choisi ce métier, ça fait partie des choses et des fonctions. C'est pas très malin, mais en tout cas, ça fait partie du rôle du politique d'être dans ce type d'attaque et d'être sous le feu de l'action. On a parlé de Pierre Nuget il y a un instant, début de l'émission. On parlait de Jean-Pierre Caillard, qui tous deux
ont disparu, ils sont décédés. Ton papa, Claude, est parti il y a un mois, je crois. Tu pensais à quoi en pensant à lui tout à l'heure, en écoutant à la fois Damien ou Nicolas? En fait, j'ai vraiment pensé à Jean-Pierre par rapport à d'autres missions. C'est que pour l'enterrement de Jean-Pierre Caillard, il y avait effectivement plus de 2000 personnes. Papa était enterré en plein période Covid. On était juste en termes de famille. Et je pense que j'ai eu cette chance-là. Voilà. Papa aurait certainement aimé qu'il y ait du monde, ce qu'on partage. Il y aurait eu du monde, tu le sais. Il y aurait eu probablement du monde. Mais ton papa était un homme connu. Mais moi, j'ai préféré dans cette intimité vraiment familiale et qui a été un moment... il était à toi. Oui, il était à moi. Voilà. Et un moment à la fois douloureux et un moment un peu festif, comme souvent ça peut être en enterrement, c'est qu'on se remémore tous les bons moments partagés. On a pu faire quelque chose à la maison entre nous, donc c'était un moment qui s'est transformé en un aboutissement d'une belle vie à 88 ans. Voilà, ça fait partie. Quel conseil t'a-t-il donné pour être ce que tu es aujourd'hui? Alors, papa ne parlait pas beaucoup, mais je pense que ce que mes parents ont réussi, c'est d'avoir 3 enfants qui sont tous les 3 très différents, mais qui sont chacun très bien dans ce qu'ils font. Et je pense que c'est ça la réussite. Un enseignant, Pascal, un chef d'entreprise, toi, et donc le politique. Une petite anecdote, parce qu'on avait fêté les 60 ans de mariage de mes parents il y a quelques années. Et donc, pour faire ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait l'idée. Après, il faut quelqu'un qui organise. Et puis après, il faut quelqu'un qui parle. Voilà. Et donc, je vous laisse imaginer comment ça s'est passé dans l'organisation de ces 60 ans. Voilà. C'est joli comme anecdote. Je n'insisterai pas. Et ça résume bien le rôle de chacun de nous 3. Voilà. D'accord. Vous vous engueulez encore entre frères? Très peu. Très peu. Mais tu m'as pas dit non. Non, voilà. C'est plus quand les enfants sont tous là ensemble, nos enfants de Brice, Pascal et moi qui sont tous là ensemble, ça peut créer quelques tensions familiales. Voilà. Donc, toi-même, quel conseil donnes-tu tu as des filles, hein? J'ai 2 filles et 2 garçons. 2 garçons. Quel conseil donnes-tu à tes enfants? Je suis plutôt comme papa, je ne donne pas beaucoup de conseils. Par contre, je pense qu'on a réussi à transmettre ce que j'avais reçu. C'est-à-dire que j'ai 4 enfants qui sont très différents et qui sont chacun dans des voies différentes et qui ont l'air de s'épanouir. Et je pense que dans le futur, ça sera peut-être... Mon dernier fils, ce sera plus difficile pour lui, parce qu'il a lui aussi m'a dit qu'il avait envie de reprendre. Il a 20 ans, donc il a du temps devant lui et il faut qu'il aille faire ses classes ailleurs aussi avant d'arriver. Mais c'est vrai que à lui de faire son nom plus tard, son prénom plus tard. C'est quoi se faire un prénom, Hugues? C'est juste être bien dans sa tête et de se dire j'existe parce que je fais, par mes actes, et non pas parce que je porte un nom qui est éventuellement connu. Et en sachant que dans le cadre de mon nom par rapport à Brice, contrairement aux 3 autres, il n'y avait pas forcément que des amis, on ne pensait pas que du bien. Quand on parlait d'un ministre de l'immigration, par exemple, il pouvait y avoir quelques regards un peu difficiles. Tu en as souffert? Moi, pas du tout. Vraiment, Brice, je le vois comme mon frère, donc il n'y avait pas d'autres sujets là-dessus. Non, mais de l'image qu'il pouvait renvoyer. Mais en fait, je m'aperçois aujourd'hui que mes enfants, et probablement que les siens ou mes neveux, en ont souffert beaucoup plus. Voilà. J'ai mon dernier fils qui vient de faire un stage dans une entreprise à Chambéry. Il m'a dit j'étais content d'avoir trouvé ce stage tout seul, d'être là, que personne ne connaisse Hortefeux, et que les gens me disent que c'était bien parce que j'ai fait du bon boulot, point à la ligne. Voilà. Un petit peu comme Nicolas Nuget quand il a fait ses classes hors Clermont-Ferrand. Tout à fait. Ou d'ailleurs Édouard Michelin, qui a fait ses classes hors Clermont-Ferrand. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Merci Hugues. à toi. Merci beaucoup, Hugues, d'avoir été avec nous. On va conclure cette émission avec Isidore Fartaria, que j'appelle. J'ai pas... Isidore, bonsoir, prends le micro. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci d'avoir accompagné Flore. Et puis, j'ai envie de te dire merci à titre personnel, parce qu'à chaque fois que j'essaie d'innover un petit peu dans le format des émissions, tu es toujours là. Je te porte chance. Oui. Bon. C'est super. Merci. Je n'ai pas beaucoup de questions à te poser, mais simplement, je t'ai vu très attentif, et pas uniquement quand c'était Flore qui parlait. Tu as été attentif à tout ce qui a été dit.
à Hugues, par Damien, par Hugues, par Nicolas, par Flore. Voilà, tu as envie de dire quoi? Tu représentes, toi, ces figures tutélaires dont on a parlé. Certaines ne sont plus là, toi, tu es là. Tu les représentes ce soir. Écoute, cette émission-là, j'ai pris un coup de vieux parce que je suis tout seul. Le papa de Damien est parti, le papa de Hugues est parti, le papa de mon ami Nicolas est parti aussi. Et c'est tout des personnages, ça fait partie des personnages que moi j'ai connus. Donc j'ai partagé des repas avec certains, de l'amitié avec d'autres. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui font partie du passé. Mais il n'y a pas que leur papa. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de vivre aux côtés de François Michelin, aux côtés d'Édouard Michelin, de Léo Malinjou, voilà, des personnalités, de Dominique Martini, je ne vais pas tous les citer, mais des personnalités qui ont fait l'Auvergne pendant les 30-40 dernières années et qui ont fait ce que ce beau pays il est. Je parle de la France parce qu'ils ont participé largement à la construction de la France. Voilà, donc ça met un petit coup de vieux, oui. Une question que je pose à toi, je ne l'ai posée à aucun des 4 autres invités. Toi, tu t'es pas fait un prénom, tu t'es fait un prénom et un nom. Et avant ton prénom, tu t'es fait un nom. Est-ce que ça a une signification particulière? Oui, tout à fait. Je suis le plus chanceux de tous tes invités. Parce que se faire un Ils sont prénom... tous en train de sourire. Oui, non, mais se faire un prénom, quand on part de rien, je vais dire, c'est relativement facile. Se faire un prénom quand on arrive derrière un père ou derrière une célébrité, on ne leur pardonne rien. Moi, on me pardonnait tout. À eux, on ne leur pardonne rien. Parce que je le dis souvent à mes enfants, je leur dis, faites attention, parce que quand vous passerez dans un couloir et qu'un de vos salariés ne sera pas d'accord avec vous, ils diront, ton père n'aurait pas fait comme ça. Voilà. Et ça, c'est terrible. Alors que peut-être que le père aurait fait pire que ça. Mais ça reste des affirmations qui sont des affirmations de quelqu'un qui s'est construit seul. Merci beaucoup, Isidore, d'avoir aussi marqué par ta présence. Merci à toi. Et tes propos cette émission. Je vais appeler Nicolas, Flore, Damien, Hugues. Je vais appeler Isabelle et Bernard Morel pour la photo. Tu peux poser le micro. Rapprochez-vous de nous. Voilà. Rapprochez-vous. Flore. Voilà. Isabelle. Hugues est chanceux. On est dans le cadre tous. Voilà. Et derrière nous, le magnifique, j'allais dire château, manoir, le manoir d'Alice. En tout cas, c'est le manoir d'Isabelle et de Bernard Morel. Et ils peuvent vous accueillir, nous l'avons compris tout à l'heure, pour vous marier ou pour des fêtes. En tout cas, vous pouvez privatiser le lieu comme nous le faisons grâce à eux pour la dernière partie de l'émission. Mais loi oblige, comme on va boire de l'alcool, celle-ci n'est pas sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous d'avoir été mes invités. Merci beaucoup.